Bonjour, bienvenue dans une nouvelle interview de la chaîne des Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alex, qui est père d'une petite fille de 6 ans. Et j'avais très envie de le questionner sur sa construction du devenir père. Merci d'être là et merci de Avec plaisir, témoigner. merci Aurélie. Alors, d'où tu pars en fait? Quel modèle tu as eu de paternité? Alors, moi je me suis construit avec un père qui est en fait, de manière, on va dire, de manière plus globale pour comprendre un peu le rôle du père. Euh, j'ai eu une enfance avec des parents euh, où j'avais, enfin, des parents assez près, enfin, une présence complète et aucune problématique d'un point de vue matériel, mais une forte absence d'un point de vue émotionnel. Et ça, j'en ai eu conscience assez tôt, et voilà, j'avais pas envie de, voilà, j'étais en opposition à ce modèle-là, et j'avais pas envie de ressembler à ce que j'avais reçu comme, on va dire, comme paternité, en tout cas, enfin, comme rôle de père à ce niveau-là, parce que voilà, j'ai ressenti du manque clairement émotionnel, à peu près à tous les niveaux émotionnels. C'est- Donc voilà, je pars de là, Ok. avec l'envie, du coup, enfin avec l'envie, j'avais pas forcément envie d'avoir un enfant, mais envie de faire différemment en tout cas. Si jamais voilà, ça se posait, ou même en tant que même en général par rapport aux enfants, quoi. Ouais. Et comment tu as construit ce nouveau modèle de père en devenant père alors? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que et ça a été l'apprentissage dans la relation avec ma fille. Je me suis rendu compte que j'étais capable d'offrir quelque chose que je n'avais moi-même pas reçu. C'est tout bête, mais à partir de toute façon, c'était pas extrêmement dur, mais à partir du moment où j'étais capable de dire je t'aime à ma fille, j'avais déjà donné plus émotionnellement, parce que vraiment je parle d'un point de vue émotionnel, enfin plus que ce que j'ai reçu moi. Donc donc ça c'était une victoire, et je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que j'ai senti que j'ai été capable de donner quelque chose que je n'avais pas reçu, et que ça c'était déjà source de guérison pour l'être que je suis, parce qu'en fait dans un chemin de conscience, de toute façon on cherche à, enfin, dans un schéma de réparation de tout ça, on finit par être son propre père, et donc être capable de le donner à un être, c'est aussi être capable de le donner à soi, et ça c'était voilà, très bénéfique pour moi. Quelle valeur, enfin, j'ai envie de te poser la question des valeurs, mais la question qui vient en amont peut-être, c'est qu'est-ce que être père pour toi au jour d'aujourd'hui? Eh ben, être père, non mais c'est une question vaste, hein. Vaste C'est une question, oui, super c'est vaste sûr, question. mais Mais je répondrai peut-être probablement pas en intégralité, mais de manière voilà, on spontanée, va ce qui est essayer. là, ouais. Premier truc qui vient déjà, c'est que être père pour moi, ça a été être maternant. Et au début de la vie de l'enfant, j'ai vraiment, et je mettais ces mots-là, je sentais ça qui venait, donc voilà, on va dire, conscientisé comme ça. J'étais maternant avec l'enfant. Aucune idée pour vous dire pourquoi, mais il y a vraiment ce soin, en fait. Juste être dans le soin de l'être qui a besoin, voilà, de nous. Euh, et ensuite, quelque chose de plus paternant, où on vient, alors il y a plusieurs choses qui me viennent, mais il y a évidemment poser le cadre, essayer de donner un cadre à tous les niveaux, c'est-à-dire de donner des règles, de faire en sorte qu'à l'intérieur de ces règles ou de ce cadre, ce soit safe, et de faire en sorte que ça déborde pas, et que ce cadre soit suffisamment large pour que l'enfant puisse jouer dedans, et en même temps qui soit aussi structuré. Et une autre chose qui était importante pour moi, c'est et ça justement ça se fait, plus l'enfant avance et plus ce rôle devient important, c'est de l'amener vers l'extérieur, de lui donner de l'autonomie, de lui montrer
que le monde existe au-delà de lui et sa mère, par exemple, ou même le foyer, quoi. Et de lui montrer que c'est pas le centre du monde aussi, ça c'est important, parce que il se construit psychiquement, et je commence de plus en plus à le voir avec des enfants de plus en plus grands, où on voit bien qu'il y a un égocentrisme naturel de l'enfant, et que petit à petit il se déconstruit avec voilà, avec des satellites qui tournent, et la compréhension qu'il y a les amis des amis, que voilà, il y a plein de choses qui jouent, que on fait pas que recevoir des cadeaux, on fait aussi en donner, enfin voilà, bref, la construction classique de ça, je le vois bien. Et ce cheminement-là, je le sens, après c'est comme ça, je sens que c'est au père aussi d'amener cette couleur-là pour l'enfant. Et comment tu le vis, toi, ta paternité au quotidien avec ta fille, en étant père aussi d'une petite fille? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses particulières qui sont là? Eh ben, ça c'est pareil, je pense que c'est très très différent de la dynamique, parce qu'en fait, la dynamique d'un père, elle se joue, pour moi en tout cas c'est très clair, dans la dynamique aussi avec la mère. Parce que, et j'imagine que même si la mère est absente, par exemple, ce qui arrive, je pense que ça doit être aussi vrai. Et je le vois même aussi dans les mères célibataires ou quasi célibataires, en fait, qu'elles prennent aussi ce rôle-là, voilà, avec et des compensations qui se font. Et donc du coup, et moi j'ai senti que mon rôle, il était du coup de tenter d'amener quelque chose d'autre que la fusion entre la mère et l'enfant, entre la mère de ma fille et ma fille. C'était la dynamique, et du coup d'essayer de mieux que j'ai pu, du mieux que je peux, parce que c'est toujours un peu le cas, et ça va de mieux en mieux, d'amener quelque chose d'autre, d'essayer d'amener un autre équilibre, d'amener une autre triangulation pour ce que je pense être bon pour l'enfant, en fait. Après, ça dépend, ça évolue avec l'âge. Bien sûr. Il y a plein de choses qui bougent par rapport à ça. Mais comme je disais, et quand il y a une fusion, en tout cas c'est comme ça que je le vis, quand il y a une fusion, aller vers l'extérieur et ramener, essayer de tourner l'enfant plus vers l'extérieur, parce que du coup, le lien entre la maman et l'enfant est très fort. Ça prend un rôle très important, et ça a été vraiment un objectif très conscient pour moi pendant une partie de sa vie. Ça l'est un peu moins maintenant, mais ça a été vraiment très important quand elle avait 4 ans, enfin 3, 4, 5 ans. Ça l'est un peu moins maintenant, parce que du coup c'est plus naturel, avec les copines, les copains, il y a une dynamique qui est plus naturelle pour ma fille, mais voilà, ça a été un objectif très clair pour moi. Et dans tes questionnements de jeune papa, qu'est-ce qui a été ressource pour toi? Comment parce qu'on en a beaucoup des questionnements, surtout avec un premier enfant, il y a tellement de nouveautés, d'inconnus. Eh ben, ouais, c'est une bonne question. Et déjà, je continue, enfin, j'ai toujours l'élan d'avoir des ressources, des nouvelles ressources. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, j'ai une enfant qui a été malade, enfin qui a des maladies rares, et plus, enfin à plusieurs niveaux. Et ça a un peu contrecarré, on va dire, les plans idylliques qu'on se fait sur la construction de l'enfant, en disant faut faire ci dans tel ordre, blablabla. Parce qu'en fait, au final, on a été ramené par l'urgence médicale, parce qu'on dormait plus de toute façon. Enfin, on était cuit, tout le monde était cuit. Enfin, moi, la maman, c'était un peu compliqué. Donc quand on dort plus, premier objectif c'est de se dire bon, quand est-ce qu'on va faire pour dormir un peu, pour que l'enfant dorme et que nous on dorme. Et donc cette urgence a fait que il y a des choses qui se sont un petit peu cristallisées. Voilà, quand j'ai contrecarré les plans, c'est forcément, enfin pas forcément. J'imagine que tout le monde le fait pas, mais voilà, on a quand même des choses, des idéaux pour ses enfants. On aimerait ça, on aimerait ci, on aimerait mi, voilà. Mais nous, ce qu'on voulait à un moment donné, c'était dormir. Du coup, voilà, on est allé essayer d'aller à l'essentiel, et voilà, ça a limité beaucoup de choses. Ça a limité justement le fait d'aller vers l'extérieur, le fait de voyager, le fait de bouger, le fait de faire des activités, le fait de voir
des gens, enfin ça a limité pas mal de choses. Donc je réponds pas à la question, mais on est dans une situation qui se prêtait à autre chose qu'on n'avait absolument pas prévu et qu'on a dû gérer sur le tas, et c'est ça qui a été la priorité. Donc au final, c'est que maintenant, en fait, ça a été quelques années après que je me suis tourné vers des ressources, on va dire, plus classiques, pour bah voilà, après avoir des aides sur les thématiques qu'on peut avoir d'enfants tyrans ou voilà, pour essayer de restaurer une autorité naturelle, par exemple. Ça, c'est une thématique qui me touche, une autorité naturelle. C'est très compliqué, je trouve, dans notre société moderne, parce qu'il faut en même temps avoir un cadre, mais qui soit pas trop sévère, mais pas trop souple, mais il faut dire qu'on aime, mais en fait, faut pas non plus, enfin, voilà, on nage un peu, hein, quand même. Ouais. Mais on essaye. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Trouver de la modernité tout en gardant un cadre, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. En tout cas, ce que j'entends, c'est que même dans le contexte que tu as vécu, qui est très particulier, en fait, avec ta fille, il y a eu très peu de ressources extérieures, en fait, à pouvoir soutenir. Je te pose cette question parce que souvent, en tant qu'homme ou père, souvent, il y a très peu d'élan à partager entre pères, entre hommes. Qu'est-ce que c'est notre histoire, et que les ressources sont complètement différentes entre la mère et le père. Souvent, j'observe. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que je te posais cette question, et de voir que même dans ce contexte encore plus compliqué ou en difficulté, en fait, les ressources n'étaient pas là. Et pour moi, c'est une question intéressée aussi, où dans ce post-natal, en fait, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de vide dans notre société, et beaucoup de pères témoignent ils soutiennent tout, un peu toute la famille, sur tous les plans, et qui les soutient eux. Donc il y a vraiment ça aussi derrière un peu ma question. Ouais, il y a en plus moi mes amis étaient pas pères à l'époque, donc clairement il y a pas vraiment de ressources quand en plus, mais ça c'était vrai aussi pour la mère, quand on a commencé à parler des problématiques qu'on a vécues, enfin en gros globalement la retour qu'on a c'est votre premier enfant, donc voilà. Et ça, je me souviens très bien, ça a débloqué le jour où on était devant un médecin et j'ai posé la question de combien un enfant devait dormir, enfin, en moyenne doit dormir par jour. Et alors je sais plus exactement la réponse, je crois que c'était plus de 14 heures, je crois, ou plus de 12 heures. Et en fait, nous on était à 8. Et là, là j'ai compris qu'il y avait il y avait vraiment un problème. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc ça a commencé à débloquer on va dire l'écoute, quoi. En tout cas, nous on était ancrés sur le fait qu'il y avait factuellement quelque chose et qu'il fallait le résoudre, c'était impératif. Et mais beaucoup d'incompréhension de l'entourage, beaucoup d'incompréhension du corps médical, voire du déni, hein, clairement, dans notre cas. Donc énormément de solitude. C'était une période de ma vie, de toute façon, de manière générale, très difficile à vivre. Les 6 premiers mois, pareil, hein, à un moment donné, je me suis entendu dire, ah en fait j'étais en dépression. Voilà. Après, c'est compliqué parce qu'en fait on est obligé de tenir. Un bébé, enfin voilà, travailler, on enchaîne, on fait les nuits, on se relève. J'étais cuit, j'étais explosé de fatigue, quoi, vraiment. Et ça m'a montré qu'on pouvait quand même tenir en dormant très très peu. Moi qui dormais beaucoup à l'époque, avant d'avoir ma fille. Et mais voilà, c'est sûr que oui, je te rejoins carrément. Et beaucoup de solitude. Après, vu que j'étais dans un contexte particulier, c'est difficile de répondre de manière globale. Mais en plus c'est intéressant parce que plus on vit de solitude et par exemple du déni de l'autre, moins on a envie de partager. Donc du coup ça le fossé grandit. Et après même quand l'autre voit les difficultés ou les voit partiellement, en fait
c'est jamais, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on n'avait jamais, on se mettait jamais vraiment à notre place. Et ça, c'était compliqué. Ouais. Ouais. C'est intéressant ce que tu nommes parce qu'on parle beaucoup de la dépression postpartum pour les mères, mais elle est vraiment existante pour les pères. Et merci de le nommer et que d'autant plus que ce déni, cette solitude creuse le fossé. Enfin, un père qui peut se nommer en dépression, en fait, c'est vraiment rare parce qu'en général, il essaie de tout tenir dans tous les sens et que si lui s'effondre, on pourrait se dire que tout s'effondre. Et ouais. Bah moi, je me suis vraiment effondré. Bah, en parlant d'effondrement, j'étais tombé malade vraiment très très fort, ce qui est pendant longtemps. Enfin, c'était rare pour moi, vraiment très très rare d'être vraiment. C'était KO quoi. Et je me souviendrai toujours la tête du médecin quand elle a pris ma tension, parce que j'ai fini par aller chez le médecin, ce qui est assez rare. Voilà. Et c'est quand on a fini par mettre le diagnostic sur ma fille qu'elle est autiste Asperger. Enfin, on dit plus Asperger, mais je le précise pour pas, voilà, pour du coup un autiste à haut niveau de fonctionnement, sans problématique, sans retard cognitif. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, voilà, là je me suis vraiment effondré. Parce que à partir du moment où on a le diagnostic, la vie est pas beaucoup plus facile, mais le regard des autres, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer, il y a plus de ressources, il peut y avoir des aides, il peut y avoir, voilà. Donc il y a une reconnaissance on va dire sociétale, sociale, etc. Et là, j'ai dû à peu près 3 semaines, voilà, je faisais rien, quoi. Voilà. Ah ouais, mais comme tu nommais tout à l'heure, vous aviez pressenti que quelque chose n'allait pas. Il y avait du déni, on mettait ça sur le fait que vous étiez des jeunes parents et et je comprends que le fait que ce soit reconnu est quelque chose qui peut juste ouais, c'est ça, qui pouvait lâcher enfin. Puis en plus, voilà, ça faisait quoi, plein de trucs, mon histoire personnelle, donc voilà, il y avait une résonance à plein de niveaux, mais effectivement, une fois que c'est posé, voilà, il y a quelque chose. On est vraiment, voilà, on est moins seul. Ouais. Donc ça se dépose. Ouais, c'est ça. Et le corps aussi. Et le corps aussi, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un message pour tous les pères qui t'écoutent et qui deviennent pères? Carrément, moi je leur dirais vraiment de se faire confiance et de s'écouter. Parce qu'on parle de déni. Enfin, j'ai parlé de déni dans le moment qu'on a passé ensemble. Mais j'ai eu l'info à un moment donné aussi que ma fille avait un TSA, trouble du spectre autistique pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, et j'ai pas écouté ça. Et donc il y avait évidemment, hein, comme toujours, c'est le miroir de nous-mêmes auquel on est confronté. Mais je pense que à tous les niveaux, même en tant que père, c'est peut-être plus dur pour les pères en tout cas. Peut-être moins intuitif, moins instinctif, mais de se faire confiance et de s'écouter parce que c'est notre enfant à 50-50 avec la maman, pas plus, pas moins. Et on a tout autant le droit, la capacité de juger, et d'avoir les bonnes infos et d'être juste pour notre enfant. Voilà. Merci Alex. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. J'espère que ce témoignage pourra nourrir et ancrer et inspirer plein d'hommes. Merci beaucoup. Avec plaisir.